comme activité impactée par le développement. Mais vous avez aussi parlé de l'emploi comme activité aussi. Sachant que pour nous, les sociologues, le concept joue un rôle très très important et que la sémantique de ces deux concepts est un peu différente, car le métier, c'est comme la clé ou bien un atout. C'est un diplôme tout d'abord. Or, que l'emploi est un objectif. Il peut être nul, c'est-à-dire sans qualification. Dans ce cas, je vous dis, madame, le marché du travail n'offre pas des emplois. Le marché du travail en Algérie ou bien ailleurs offre des emplois, mais il n'offre pas des métiers. C'est pour cette raison que je vous demande de bien vouloir nous parler de ceci. La deuxième question, je vais la poser à M. Laouedj. Vous avez longuement parlé, M. Laouedj, de l'inadéquation entre la formation théorique et les applications pratiques. Et vous avez mis l'accent aussi sur l'inutilité de certains programmes enseignés en psychologie clinique, par exemple, que vous avez cité. Qu'est-ce que vous nous proposez dans ce cas s'il y a d'ici là un changement de programme? On a remarqué aussi que dans une spécialité qui s'appelle la psychologie clinique, tous les étudiants veulent s'orienter pour devenir des médecins, entre parenthèses, spécialistes en clinique, surtout. Ma question, M. Laouedj, en tant que spécialiste du domaine, est-ce que notre société a besoin d'un tas de spécialistes dans ce domaine pour soigner qui? Merci, M. Laouedj, de m'avoir à répondre à cette question. La troisième question est destinée à M. Merah. M. Merah, vous avez parlé de la numérisation du secteur de la santé en Algérie. Mais, au demeurant, suivant les expériences des uns et des autres, le secteur, M. Merah, traîne dans l'amateurisme flagrant, au vu des problèmes dans lesquels baigne. La numérisation, M. Merah, promet le professionnalisme surtout, le professionnalisme, et pas de retard dans, par exemple, les rendez-vous. Sachez bien que l'exemple à vous citer, par exemple, l'hôpital Mustafa Pacha accueille toute l'Algérie. Et les rendez-vous se font après la mort, c'est-à-dire à la phase posthume. C'est-à-dire une fois quelqu'un est enterré depuis 2 ans, on l'appelle pour venir faire la radiothérapie ou la chimiothérapie. Merci pour tous. Merci, Monsieur Dabouzoué. Alors, Madame Ahmadi. Bonjour tout le monde, donc c'est Dr Ahmadi, département des sciences de l'information et de la communication. Je remercie tous les intervenants pour la qualité de leur intervention et j'ai 2 petites questions à adresser, donc une à professeur Lanan Massika et l'autre pour le professeur Merah Aissa. Donc professeur Lanan, vous avez décrit le métier de l'assistante médicale dans les établissements algériens et vous avez évoqué dans le contexte algérien qu'il y a un mauvais encadrement de cette fonction avec une mauvaise répartition des tâches, donc il y a une assistante médicale qui se retrouve avec des tâches qui ne sont pas les siennes. La question qui se pose, est-ce que c'est un problème de formation? Parce qu'il faut le dire, actuellement, il y a plusieurs écoles privées qui forment des assistantes médicales. Donc, est-ce que c'est un problème de formation? Au contraire, c'est un problème de recrutement, parce que vous avez décrit dans votre échantillon qu'il y a des sociologues, des infirmières, mais aussi des assistantes médicales qui ont un niveau secondaire. Donc, est-ce que c'est un problème de formation, de recrutement, ou les deux à la fois?
Pour professeur Mah, professeur, je vais profiter de votre intervention pour enrichir la mienne. Tout à l'heure, dans quelques instants, donc je vais présenter une intervention à travers laquelle je vais essayer donc de souligner l'importance des métiers de communication dans une situation de crise. Et l'un des métiers qui peuvent avoir un rôle important dans la situation de crise, c'est le community manager. Donc la question de quelle manière, parce que vous avez décrit toutes les tâches de comité manager dans la situation normale, la question que je vous pose, de quelle manière le comité manager peut contribuer à la prévention, mais aussi à la gestion de la situation de crise, sur le plan de gestion de l'information, gestion de rumeurs, mais surtout la préservation de la réputation électronique d'une institution hospitalière dans une situation de crise. Merci. Merci, docteur Ahmadi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer aux réponses? Donc maintenant, je donne la parole aux intervenants. On commence par ordre chronologique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Dabous, pour votre question. Dans mon diapo, j'ai dit que il y a une différence entre Balek qui n'est pas explicite, bien explicite, ou bien j'ai zappé quelques explications. J'ai dit que le métier, il est associé avec le mot art. C'est-à-dire, le métier, il y a une certaine nuance d'art. C'est-à-dire, on fait le travail avec certains plaisirs à effectuer ce travail ou cette besogne. Quand on dit emploi, et vous savez, parce qu'on est dans le même champ de travail, que l'activité, pourquoi j'ai utilisé l'activité, c'est juste pour simplifier, parce que le mot ou le concept activité, il y a un certain effort effectué dans un sphère ou dans un travail entre guillemets aussi quelconque. Alors, il y a la distinction entre emploi et métier. D'ailleurs, quand j'ai mis le mot, le concept de secrétaire médical, j'ai utilisé le mot métier. Parce que le métier, déjà, j'ai pas parlé de profession. Parce que il n'est pas arrivé au stade de profession. Il est toujours à un stade plus inférieur. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Quand je dis emploi, c'est là où la personne, elle a un travail quelconque, il reçoit une certaine rémunération, mais cet emploi, il peut être formel comme il peut être informel. Le métier, il est inclus dans l'emploi. Par exemple, je peux travailler comme étant, je sais pas moi, donnez-moi par exemple, je peux travailler comme artisan. Là, je fais les deux en même temps. C'est clair, Monsieur Dabous? Balek, c'est-à-dire, j'ai pas su, ou je vous ai dit, j'ai zappé quelques trucs qui n'a pas montré la distinction d'une manière plus explicite. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je reviens à Madame Ahmadi. Quand je vous ai ramené l'exemple, ou bien c'est-à-dire mon cas, je vous ai dit, je suis pas partie loin, parce que déjà, j'avais pas assez de temps pour chercher beaucoup plus, pour faire cette communication. Je me suis contentée de ma propre expérience, c'est-à-dire j'avais quelques médecins. Et ces médecins-là, je suis partie parce que c'est-à-dire je vais chez médecin là presque une fois par mois. Quoique le kiné, c'est chaque semaine. Alors, je me suis permise de poser des entretiens à ces personnes-là. C'est pas réellement, c'est-à-dire j'ai pas vraiment des données. Mais ça n'empêche que je vous réponds, à mon avis. Et tout à l'heure, je l'ai dit à la fin, on n'est pas vraiment prédisposé, ou on n'est pas, c'est-à-dire une assistance médicale, il y a la notion de secrétaire. Cette secrétaire-là,
à notre, c'est-à-dire selon moi, elle n'a pas vraiment les qualités demandées pour arriver à une secrétaire médicale proprement dit. Le problème, à mon avis, il n'est ni dans la formation, ni dans le recrutement. Il est dans notre mentalité. Parce que, alhamdoulilah, maintenant, je vous ai montré, on a plusieurs écoles privées qui se chargent de la formation. Le recrutement, je l'ai écrit aussi, il y a beaucoup d'institutions demandeurs de cette main-d'œuvre. Mais le problème qui se pose, on n'est pas encore arrivé à une certaine maturité scientifique pour accepter ces gens-là. Et même, par exemple, les médecins qui recrutent ces gens-là, je vous ai dit, ils les chargent avec des tâches qui ne sont pas propres à leur formation ou bien adéquates à leur diplôme. D'accord? J'espère que j'ai su répondre à votre question et je vous remercie. Tenez, monsieur Lage. Voilà, donc je vais rebondir sur la question de M. Dabouz concernant c'est-à-dire ma communication sur la discordance théorico-pratique dans la formation des psychologues. Théorico-pratique, ça veut dire que les psychologues, ils reçoivent une formation théorique et parfois elle est désuète, c'est-à-dire par rapport à certains modules qui sont dépassés, archaïques, qui ne relèvent pas de la formation du psychologue. Par exemple, la pensée d'Ibn Khaldoun chez un étudiant de psychologie, je pense que l'art et la psychanalyse, ou l'histoire, qui ne relèvent pas justement de... Donc ça prend beaucoup de temps pour la formation des psychologues, au lieu de faire des cours ou un enseignement beaucoup plus ciblé, neuroscientifique, etc. Donc c'est pour cette raison que cette discordance dans la formation fait de telle sorte qu'on se pose la question par la suite, dans la pratique, il y a énormément de psychologues qui trouvent des difficultés en sortant d'ici, avec un master ou là une licence, à pouvoir s'intégrer dans le domaine, dans le champ du travail. C'est vrai qu'ils sont détenteurs d'une licence ou là d'un master, mais ils ne sont pas détenteurs de techniques thérapeutiques pour pouvoir exercer leur métier avec efficience. Et quel est le problème? Le problème, il est lié c'est-à-dire par rapport à beaucoup de choses. Premièrement, les modules sont désuets, je les ai énumérés tout à l'heure. Tous les modules manquent de cadres pratiques, surtout dans les TD, dans les travaux dirigés. Par exemple, en criminologie, l'étudiant doit, par exemple, passer dans un milieu carcéral ou la judiciaire pour apprendre des choses. Par exemple, la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte, l'étudiant en psychologie devrait justement passer par exemple, dans un service de pédopsychiatrie pour connaître les pathologies de l'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome de Gilles de la Tourette? Qu'est-ce que c'est qu'un IMC dans une association, peut-être, ça? Qu'est-ce que c'est que, par exemple, un enfant autiste? Donc là, il faut que l'étudiant se familiarise concrètement et pratiquement avec ces cas cliniques. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pour cette raison que la formation, elle est complètement contradictoire et paradoxale du fait de cette divergence entre la théorie et la pratique. Et bien sûr, quelles sont les solutions? Moi, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas dans la commission nationale pour l'élaboration des programmes de l'enseignement du psychologue, mais si je le serais un de ces 4 matins, je dirais ce que je pense. Mais j'ai dit tout à l'heure, si vous avez suivi ma communication, j'ai dit que il faut qu'il y ait 2 volets, à mon humble avis. Le premier avis, c'est qu'il faut donner beaucoup plus de cadres scientifiques à la formation. Pourquoi? Parce que on sait que au début, la psychologie, elle était enseignée dans l'histoire de la formation des psychologues algériens. Au début, il y avait des certificats de psychophysiologie que l'étudiant fait au niveau de la faculté des sciences. Malheureusement, avec le temps, on a amputé la formation des psychologues de tous ces modules. Donc, module de biologie, module de mathématiques, c'est-à-dire les modules pragmatiques auxquels l'étudiant peut
justement avoir, afin de consolider sa formation, sont de moins en moins existantes sur le programme. Et c'est pour cette raison que nos amis, nos collègues, médecins, psychiatres ou médecins généralistes, ou là les médecins d'autres spécialités, dans d'autres services hospitaliers, ils crient haut et fort, attention, les psychologues, bon, ils sont pas formés dans notre discours scientifique, entre parenthèses. Et ils viennent ici travailler, ou là, par exemple, faire des stages, et on a du mal à les suivre dans leur, je dirais, attitude, comportement, vision par rapport à la prise en charge des malades, etc. Et ça pose un véritable problème pour le moment. Moi, je pense qu'il faut, ce paradoxe, il faut, bon, bien sûr, entre nous, les enseignants formateurs de cette discipline, de pouvoir mettre, bien sûr, le doigt sur la veine saignante et élaborer un programme qui sera beaucoup plus... D'ailleurs, tout à l'heure, on discutait avec notre collègue médecin généraliste qui est dans le service de l'addictologie. Il a posé la question à Madame Sahraoui, pourquoi on n'enseigne pas les TCC aux étudiants? On a discuté tout à l'heure, je lui ai dit, oui, moi je suis enseignant des TCC ici à la fac, au niveau pour les étudiants de troisième année, mais je peux pas leur apprendre la technique, complètement. Donc on donne comme ça des flashbacks, hein, des informations, mais les informations ne peuvent pas être, parce qu'il faut qu'il y ait une formation diplômante, soit en TCC, soit en EMDR, comme on a discuté tout à l'heure, soit par exemple une thérapie familiale, thérapie systémique, psychothérapie interpersonnelle. Donc toutes ces psychothérapies de couple, toutes ces formations pratiques ne peuvent pas être données sur les bancs de l'université, malheureusement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci, professeur Laouj. Donc, je donne la parole à professeur Merah Issa pour répondre aux questions. Donc, pour la question de monsieur Dabouz, donc vous parlez de la numérisation en Algérie. Donc, la numérisation des secteurs de la santé en Algérie, ce n'est pas le seul secteur qui, entre parenthèses, qui traîne où, mais je sais que dans ce secteur, il y a beaucoup de projets qui ont été faits. Mais malheureusement, je ne peux pas dire malheureusement dans le sens où je suis là pour évaluer où, mais sur la base des travaux de recherche qui ont été faits. Donc il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de communications, même des thèses qui ont été faites. Dont l'un des articles de Madame Al-Aidli qui a été publié dans une revue savante, elle a travaillé sur l'interactivité des établissements des CHU. Elle a fait une comparaison de CHU de Béjaïa et CHU de Tlemcen. Oui, Tlemcen. Donc, qui veut dire, même si la technologie existe, donc on sait qu'en Algérie la technologie existe parce que l'argent est là, mais dès qu'on parle de la logique, la logique de la numérisation, la logique de la numérisation, c'est réduire les dépenses, c'est être pratique, c'est c'est la coordination, c'est donner les informations à temps, c'est coordonner entre, comment par exemple maintenant, ce que vous venez de dire sur les rendez-vous, oui, parce que pour les rendez-vous, on n'arrive pas, dans la majorité des hôpitaux, à faire des réunions en visioconférence. Alors que dans tous les pays du monde, on n'est pas obligé de se réunir à Pierre-Marie Curie ou à Blida pour faire une expertise sur un cas. Mais comme avec les aléas de la technologie, on est obligé d'être sur le présentiel. Donc, est-ce que c'est la faute aux médecins? Je peux dire, même pas dire. C'est la logique. Nous, on fait la technologie pour dire qu'on a fait, alors que la technologie coûte cher, c'est pour la rentabiliser, pour qu'il y ait de la rentabilité en matière d'argent, en matière d'efforts, en matière de ressources humaines et en matière de la qualité des soins de l'accueil. Après, pour Dr Ahmadi, effectivement, donc, si vous regardez la dernière, c'est disponibilité en permanence. Donc pour un community manager, soit un community manager d'un établissement sanitaire ou d'un ministère, c'est d'être en permanence présent. Donc je pense que vous connaissez
beaucoup de cas sur le cas des sons contaminés en France, la canicule, par exemple. On va donner les exemples français. C'est là où il y avait des travaux de recherche. Sur le cas de la canicule, les gens meurent avec des centaines de personnes. Le ministère de la Santé n'a même pas réagi. C'est la même chose pour le sang contaminé, qui veut dire la crise, elle est là, mais la crise dans les hôpitaux, il y a crise, mais dans l'espace public, il n'y avait pas de crise. Oui, mais c'est que dans le secteur sanitaire, il faut faire attention, les circuits existent, hein. Les circuits de communication existent, qu'on le veuille ou pas. C'est la même chose pour les réseaux, tout ce qui est le réseau des hôpitaux. Et toute clinique, toute clinique est reliée à la DCP, le ministère de la Santé. Donc, les réseaux existent. Oui, qui veut dire l'information arrive, mais pour qu'il y ait une décision, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Moi, j'ai travaillé sur l'épidémie de Sidi Bel Abbas, l'épidémie de Stras, Sidi Bel Abbas en 2007, ça fait partie de ça. C'était ma thèse. La crise était dans les hôpitaux. On n'a rien compris. Il y a quoi comme crise? Le ministère n'a même pas réagi. Qui veut dire le hariq fiddar, mais politiquement, on veut même pas reconnaître qu'il y a maladie. Et surtout que c'est une épidémie qui est liée à des aspects de propreté, à des maladies que normalement en Algérie, c'est des maladies disparues. Donc c'est pas valorisant de dire que nous avons toujours ces maladies en Algérie. Donc, et en même temps, pour la communication de crise, je ne vous apprends pas que il y a le système de déclenchement de situation de crise, c'est le système algérien ou c'est le même système de l'OMS. C'est le même système. Ce qui fait la différence, c'est la rapidité et la réactivité peut-être, parce qu'il y a d'autres paramètres politiques et idéologiques qui interviennent. On l'a vu avec Covid, comment en Chine, ils ont caché, il y a d'autres considérations. C'était la même chose peut-être en Algérie, hein, parce qu'il y avait des cas qui ont été déclarés à Blida, mais on voulait, enfin, selon des témoignages des gens. Donc c'est pour dire que, mais la meilleure manière d'être réactif en communication de crise, c'est d'avoir une communication pérenne. Ça veut dire, on va pas attendre la crise pour imaginer des scénarios. Donc, vous faites stratégie, donc il y a toujours des scénarios, et les scénarios, ce n'est pas la dernière minute, j'ai toujours des scénarios, opposition, conciliation, ignorance, mais malheureusement dans le tiers-monde, c'est la stratégie de l'ignorance, ou de détournement, qui veut dire, on veut même pas reconnaître que nous avons une crise. Oui, parce que reconnaître une crise, c'est comme si ça sera mal interprété que c'est un échec des politiques publiques. Alors que aucun pays n'est épargné de crise ou de... Je pense que j'ai pu répondre à... Je vous remercie. Merci, professeur. Donc, Merah Issa, donc je remercie les intervenants pour ces communications pleines d'informations pertinentes, pluridisciplinaires. Sans tarder, donc j'invite la présidente de la deuxième séance et le rapporteur, professeur Lan Massika et Haddouche Zahir, pour enchaîner avec la deuxième séance. Merci.